Bonjour à tous, Mathieu Toulza pour Sport Posture Conseil. Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle capsule vidéo qui va être dédiée à un thème auquel toutes celles et ceux qui sont amenés à prendre en charge de près ou de loin des patients, des sportifs ou parfois des patients sportifs, donc sont amenés à être confrontés. Je voulais vous parler de la kinésiophobie. Alors une rapide définition de la kinésiophobie, c'est quoi? Kinésie, c'est tout simplement le mouvement, et phobie, c'est l'appréhension ou la peur de quelque chose, donc la peur de mouvement. Ça se traduit comment? Concrètement, chez des patients qui ont été blessés, alors que ce soit des blessures d'ordre chronique, c'est-à-dire qu'il y a eu des petites lésions qui petit à petit n'ont pas été bien prises en charge ou se sont dégénérées, et sont devenues douloureuses au point que les gens n'osent plus faire le mouvement qui leur a fait mal. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est éventuellement une appréhension de faire le mouvement qui a occasionné un grave traumatisme, ou un mouvement qui a potentiellement été à l'origine de douleurs tellement importantes que les gens n'arrivaient plus à bouger ou à produire une action. Bref, c'est un sens large, mais globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus personne, une personne même qui serait rééduquée ou en cours de rééducation ou en cours de réathlétisation, malgré la cicatrisation potentielle de ses tissus ou de la zone qui lui a fait mal, n'arrive plus à produire le mouvement qui lui a été à l'origine de ses blessures ou de ses douleurs. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? S'il est toujours obligé de produire un mouvement de ce type, il va essayer de développer des stratégies, des manières de faire un peu différentes pour continuer à répondre aux besoins qui est le sien, c'est-à-dire produire un mouvement similaire à celui qui lui avait fait mal. Je prends l'exemple, si par exemple une personne fait un coup droit au tennis et que ce coup droit était à l'origine de grosses douleurs et qu'elle est toujours amenée ou obligée de faire un coup droit, elle va modifier, nuancer, façonner sa façon de faire de manière à continuer à produire le mouvement. Donc ce système, c'est à la fois une force parce que ça permet du coup au système vivant qui a besoin de continuer à produire le mouvement. Bon, certes le tennis c'est pour une activité sportive, mais à l'origine ça pouvait être pour continuer à survivre. Ça va permettre à ce système vivant de survivre ou tout du moins de continuer à pouvoir bouger encore un peu plus pour pouvoir aller chercher dans ce qui l'entoure ses besoins pour assurer sa survie. Le revers de la médaille, c'est qu'en fait ça va créer de nombreux freins et du coup ça va revenir à, si on prend l'analogie avec une voiture, à accélérer avec un frein à main. Donc la voiture continue à avancer, mais ça va commencer à sentir chaud, ça va consommer beaucoup plus d'essence. Chez le vivant, chez l'humain, c'est exactement pareil. Donc au départ, ce système de frein qui avait été mis en place par le système nerveux, par le cerveau pour empêcher d'avoir la douleur est salvateur parce que le système vivant en permanence, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme une sorte de balance en fait, une sorte de ratio entre l'efficience, l'intérêt plutôt qu'il retire de l'exécution d'un mouvement et le coût que ce mouvement engendre chez lui, que ce soit un coût énergétique, que ce soit un coût psychologique ou que ce soit un coût moteur, c'est-à-dire une douleur potentielle qui pourrait résulter de l'exercice qu'il est en train de faire. Je prends un exemple tout simple. Si vous êtes par exemple en train de faire du renforcement musculaire ou en préparation physique, vous faites des exercices peut-être des fois sur une machine ou sur un squat. Au début c'est facile, donc ça nourrit votre instinct, votre envie, votre motivation, etc. Ça coûte de l'énergie à votre système de le faire, mais pas suffisamment encore pour que vous ayez besoin de vous arrêter. Puis au gré du temps, petit à petit, le mouvement devient de plus en plus difficile. Vous commencez à sentir des tensions, des douleurs, des contractions, des forces qui s'exercent au cœur de vos articulations, au cœur de votre système tendinomusculaire, au point qu'à un moment, vous êtes obligé de vous arrêter parce que vous n'avez tout simplement à la fois plus de force ou même parfois parce que la douleur est telle que vous ne supportez plus d'exécuter ce mouvement. Là, votre cerveau vient de mettre justement un frein à ce mouvement que vous étiez en train de faire et qui déclenchait une douleur. À un moment, cette ratio plaisir, cette balance qui génère du coup ce ratio plaisir-douleur s'est inversée et d'un mouvement qui vous était bénéfique, il devient presque trop coûteux par rapport au plaisir ou à l'énergie ou à l'intérêt que votre système en retire. Bon. Donc ça, c'est vrai, c'est un petit parallèle pour la préparation physique, mais dans le quotidien, en fait, c'est exactement la même chose. Quand vous avez un patient qui est en cours de rééducation, puis en cours de réathlétisation, il est important, une fois que ces tissus ou la zone qui a été lésée ont pu cicatriser ou a pu se remettre en place, de petit à petit le réhabituer à aller chercher la zone qui lui avait fait mal. Je m'explique. En fait, quand vous avez eu cette lésion ou ce problème qui s'est mis en place, votre système nerveux a développé tout un tas de process. Alors il n'est pas rare de retrouver des réflexes archaïques qui vont venir rigidifier, donc des réflexes plutôt d'extension qui vont venir rigidifier le système de manière à empêcher le mouvement. Parce que pourquoi? Parce que comme le mouvement était douloureux, votre système il a mis en place des réflexes qui permettaient de rigidifier la zone et donc de diminuer l'amplitude de mouvement ou diminuer l'intensité, dans l'espoir de diminuer la douleur. Donc encore une fois, c'était une réaction qui était salvatrice au moment où il était confronté à cette douleur, mais après à terme, si on veut remettre le système en marche, il faut absolument faire sauter ses réflexes ou tout du moins lever ses freins autant qu'on le peut.
Donc il va falloir petit à petit, quelle que soit la pratique que chacun a, qu'on soit kiné, qu'on soit podo, qu'on soit préparateur physique, bref, qu'on ait quelqu'un à remettre en route, il va falloir tenir compte de ce paramètre sur deux options. La première, c'est un paramètre psychologique. En effet, il n'est pas rare chez quelqu'un qui a développé une kinésiophobie, alors selon le degré et l'importance de cette appréhension, d'avoir besoin d'un suivi psychologique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une telle appréhension à faire ce mouvement, qui va être très compliqué pour lui ou pour elle d'aller chercher l'amplitude qui lui est demandée, par exemple par le kiné ou par le préparateur physique. La deuxième prise en charge, elle va être en présentiel avec le kiné ou avec le préparateur physique, de l'accompagner, de lui redonner confiance. Comment ? Tout simplement en essayant de petit à petit le ramener dans la zone qui lui posait du problème, mais en l'aidant soit par des aides externes, ça peut être par exemple des bandes élastiques, ça peut être une aide manuelle ou humaine externe, ça peut être une flexion ou une extension moindre, ça peut être une amplitude, une intensité diminuée. Bref, y aller petit à petit, de manière à ce que cette personne qui au départ n'osait plus aller chercher cette zone qui lui posait problème, reprenne confiance et se rende compte, et en fait que son système nerveux, quelque chose qui est presque de l'ordre de l'inconscient, se rende compte que ça y est, il peut retourner dans la zone autour de lui dans laquelle il avait peur d'aller, parce qu'à chaque fois qu'il y allait, il avait peur d'avoir mal. Il est fréquent d'observer, moi ça m'est arrivé de le voir, des patients qui s'étaient très sévèrement blessés, et lorsqu'ils réapprenaient à marcher, en fait, et là il ne s'agit même plus d'une préférence, en fait, on est souvent amené à parler de préférence motrice sur la chaîne, mais là on est bien au-delà de tout ça, en fait. Le système, au début nerveux, quand il se remet debout pour remarcher ou pour recourir, il fait comme il peut. Alors si le fait d'aller dans une préférence répond favorablement, tant mieux, mais il se remet avant tout debout comme il le peut. Et donc quand la personne va se remettre à marcher, il est parfois pas rare que le mental supplante la volonté. Je veux dire par là que l'appréhension est telle que la personne se met à marcher, elle n'ose pas prendre appui au niveau de son sol, de son pied, et elle tombe. Ou même au moment de courir, il y a comme un temps de latence. Quand vous demandez à cette personne de se mettre à courir, il y a comme un temps de latence, c'est-à-dire qu'elle veut se mettre à courir, mais vous voyez comme une sorte de bug au moment où elle enclenche le mouvement, parce qu'elle a tellement peur de ce qu'elle va trouver en prenant cet appui qu'elle ne va pas le chercher. Donc ça, c'est un phénomène, cette appréhension du mouvement, c'est un phénomène dont on parle très peu et qui pour moi est pourtant déterminant, parce que si on ne lève pas ce biais, quelle que soit votre action, que ce soit encore une fois une action par le biais de la kiné, par le biais de la prépa, par le biais de la podo, ça va être complètement nuancé. Et si votre système nerveux il a peur d'aller dans une zone autour de lui, il n'ira pas. Ça, c'est clair et évident, et il faut absolument accompagner. C'est pour ça qu'il faut être très à l'écoute du patient ou du sportif avec lequel vous êtes, et surtout pas ne lui dire que c'est de l'ordre du psychologique, que le mental doit supplanter ci ou supplanter ça. Quand c'est de l'ordre de la phobie, et là pour le coup on va vraiment dans des amplitudes chez les gens chez qui la kinésiophobie est vraiment très développée, ça ne le rassurera pas. Donc la seule manière de le rassurer, c'est par de biais détournés, c'est d'essayer d'aller chercher justement une petite amplitude, une petite zone, vraiment un petit degré, juste pour lui montrer en fait qu'il ne risque plus rien. Un peu comme quelqu'un qui se serait fait peur dans n'importe quelle activité. Et en le reconfrontant à dose homéopathique, à petite dose, on lui réapprend à prendre confiance. On lui remontre que de nouveau, il peut aller chercher cet espace-là. De nouveau, il peut reproduire cette amplitude. Et ainsi, petit à petit, il va lui-même se reconstruire et il va aller chercher le mouvement qui était le sien au préalable. Et c'est seulement à condition que cet élément-là soit pris en charge que du coup, après, vous pourrez accéder potentiellement à des options thérapeutiques plus grandes, à des amplitudes de mouvement plus importantes, à une intensité accrue et à redonner à votre patient ou à votre sportif l'aptitude à performer ou à aller chercher le plein potentiel qui est le sien. Mais si on ne lève pas ce frein, encore une fois, il y a fort à parier que vous retrouviez à gérer en fait de nouvelles pathologies, de nouvelles douleurs, parce que le patient aura mis en place tout un stratagème inconscient, encore une fois, c'est de l'ordre de l'inconscient, pour pouvoir répondre à la question, au mouvement qui lui est demandé, mais sans aller chercher la manière de faire qui lui faisait mal au départ. Voilà, donc c'était une vidéo dédiée un petit peu différente de d'habitude. Mais il me paraissait important de traiter de ce thème parce que je suis amené vraiment à être confronté à ça régulièrement, et on se retrouve des fois avec des idées ou des options thérapeutiques qui étaient les bonnes, mais malheureusement on voyait que le patient il n'avait pas levé ce frein, et tant que ce frein est là, il va être très difficile de pouvoir avancer avec lui, tout du moins il va aller beaucoup moins vite que si on avait réussi à lui redonner confiance dès le départ.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère vous retrouver très bientôt sur une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker bien sûr, à partager, à commenter si cela vous chante. Et si vous voulez suivre les réseaux sociaux de Sport Posture Conseil ou de l'activité Sport Posture Conseil, abonnez-vous à cette chaîne où vous pouvez suivre les liens également sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook dans les liens inscrits dans la description de cette vidéo. Merci à tous, bonne fin de journée, à bientôt.